Donc, Guillaume de QGIS. Donc, moi, je suis le CEO et co-founder de Scoopit. Donc, on est basé à San Francisco et aussi on a une partie de l'équipe à Toulouse. Ce qu'on fait, nous, c'est Scoopit, c'est une plateforme de contenu qui permet de découvrir, de faire la curation et de publier des contenus pour alimenter ses blogs, ses réseaux sociaux, donc développer son profil online. En fait, c'est un modèle qui est super intéressant. Pourquoi? Parce que on a des super bons ingés en France. Donc c'est dommage de ne pas exploiter ça. Ici, c'est super dur de recruter des ingés et ils sont pas toujours bons à cause de toute la surchauffe qu'il y a dans la Silicon Valley. Et par contre, hein, on n'a pas un marché en Europe qui est super fluide. Euh, la France, ça reste un marché de taille moyenne, c'est pas aussi gros que les US. Et même si l'Europe, on dit que c'est plus gros que les US, en fait, c'est cloisonné. Le fait d'avoir réussi ta start-up, d'avoir pris une position de leadership en France, les Espagnols s'en foutent, les Allemands s'en foutent, les Italiens s'en foutent, donc il faut que tu recommences à chaque fois. Donc faire un modèle dans lequel on a des ingénieurs en Europe, en France en particulier, et puis se mettre dans la Silicon Valley au niveau des fondateurs, du marketing, du bizdev, des sales, c'est un modèle qui est super efficace. Alors, donc mon parcours. Mon parcours, en fait, donc je suis ingénieur. J'ai fait une grande école française, polytechnique pour pas la nommer. Et je rêvais de finir mes études aux US. Et voilà, j'ai été pris à Stanford pour aller faire un master. J'ai découvert plein de choses et j'ai découvert une chose en particulier, c'est que moi, quand j'avais 22 ans à l'époque, je pensais pas que j'avais ce qu'il fallait pour être entrepreneur. Je pensais que c'était bien trop risqué. Je pensais qu'être entrepreneur, c'était comme jouer à la loterie. On avait autant de chances de gagner, mais que si on perdait sa maison, on se retrouvait sous les ponts, on faisait faillite, à titre personnel. Et donc moi, je me voyais pas faire ça. Et je pense que quand on faisait, c'était il y a 20 ans maintenant, quand on faisait une grande école en France, il n'y avait rien qui disait vraiment on allait, pourquoi on allait prendre ce type de risque-là, alors que jusqu'à présent, bah, on était plutôt ceux qui avaient réussi dans le système. Je me suis retrouvé avec des gens qui étaient à Stanford, donc qui étaient en termes d'études au moins aussi bien, en termes voilà, aussi élitistes que l'X peut l'être en France. Et eux, par contre, ils avaient envie de prendre des risques. C'est-à-dire que non seulement ils avaient réussi dans le système, mais ils avaient tous envie de monter leur boîte. Les profs, beaucoup avaient monté leur boîte. Et donc ça a changé ma vie. J'avais envie de bosser dans la tech, et à l'époque, il y avait une industrie dans la tech qui cartonnait en Europe, c'était la téléphonie mobile. Et d'ailleurs, ça marchait beaucoup mieux qu'aux États-Unis. Donc c'est pour ça que j'avais pas de complexe d'avoir quitté la Silicon Valley, parce que j'ai bossé dans l'endroit au monde qui cartonnait le plus pour ce qu'était la téléphonie mobile, et c'était la France. Enfin, c'était un des pays, en tout cas c'était l'Europe. Donc j'ai fait ça pendant 5 ans, j'ai eu plein de positions différentes. C'était une boîte qui a fait confiance qui faisait confiance aux jeunes à partir du moment où ils voulaient bosser beaucoup. Donc j'ai eu plein de responsabilités très vite. Je me suis retrouvé directeur d'usine à 28 ans. Et finalement, cette opportunité de monter une boîte est arrivée. En fait, j'ai rencontré Gilles Babinet et Nicolas Pelletier, et on a monté ensemble MusiWave, qui était la première plateforme de téléchargement de musique pour les opérateurs mobiles. Donc c'était du B2B, la marque n'est pas connue, mais le service, en fait, MusiWave, c'était Orange Music, T-Mobile Music, Vodafone Music. On faisait tout de la sonnerie à la musique complète. Mais finalement, après beaucoup de opiniâtreté, ça finit par cartonner. Je fais l'histoire très courte, mais c'est devenu, après de multiples rachats, la plateforme de musique de Microsoft, en fait. Donc c'était une belle sortie, comme on dit, une belle acquisition. Et après ça, donc avec Marc Rougier, qui est mon associé actuel, on s'est rencontrés en fait juste au moment où on était en train de vendre à Microsoft, et on a décidé de bosser ensemble sur un projet mobile qui s'appelait Goodjet, et qui là, par contre, pas du tout marché. Et finalement, c'est comme ça qu'on a pivoté sur Scoopit. C'est un moment où on s'est dit bon, allez, ça suffit. On en a marre de bricoler. Et c'est pour ça en fait qu'on est revenu à la Silicon Valley. C'est qu'on s'est dit voilà, on a essayé de réfléchir un peu aux problèmes qu'on avait envie de résoudre. On sentait qu'il y avait des choses à faire autour du contenu, autour du social media. C'est des choses qu'on avait apprises sur Goodjet. On voyait qu'il y avait Goodjet nous a servi quand même à apprendre plein de trucs, et on voyait qu'il y avait des choses qui se passaient quand les gens partageaient les contenus et qu'il y avait des expériences à créer qui pouvaient être sympas. Et on s'est dit, si on veut faire quelque chose de valable là-dessus, il faut aller là où ça se passe, il faut aller là où le marché se crée,
Et le marché du social media, le marché du content, se crée pas en Europe. Il se crée dans la Silicon Valley. C'est là qu'il y a Twitter, c'est là qu'il y a Facebook, c'est là qu'il y a LinkedIn. En fait, le conseil que je donnerais, c'est que le plus grand risque qu'on peut prendre, ça peut paraître paradoxal, mais c'est de pas en prendre. C'est de penser qu'en prenant pas de risque, à court terme, ça paiera à long terme. En fait, à long terme, il n'y a que la prise de risque qui paye. Et ça, je pense que c'était pas vrai il y a 20 ans, ou il y a 30 ans, ou il y a 40 ans. Et en fait, aujourd'hui, moi, je me rends compte que mes copains ou les gens de ma génération qui ont essayé justement de faire carrière, qui sont restés dans la même boîte, parfois ils se retrouvent fortement challengés quand ils ont 40, 45 ans, qui se retrouvent dans un plan social et qui sont restés 15 ans dans la même boîte. Bah, finalement, ils n'ont pas forcément travaillé leur employabilité. Alors, moi, ce qui m'a attiré dans la tech, et ce que je définirais comme le point commun de la culture tech, c'est une envie de faire, c'est une envie de créer. Et moi, je rapprochais ça de ma culture d'ingénieur, qui était, voilà, moi j'ai fait des études où j'avais cette envie de faire des choses. Et je pense que la chance qu'on a eue dans ces 20 dernières années, c'est que maintenant, le temps pour faire les choses a considérablement été raccourci. Et même moi, en 20 ans, je l'ai vu se raccourcir. C'est-à-dire que quand on montait des boîtes dans la Silicon Valley en 95, même si c'était des boîtes tech avec du software et qu'on avait l'impression que ça allait super vite, les boîtes mettaient 2 ans à se lancer. Aujourd'hui, Y Combinator, les incubateurs, c'est des programmes de quelques semaines ou de quelques mois. Et donc, il y a des boîtes qui se lancent en 3 mois et qui cartonnent en 3 mois. C'est ça qui caractérise pour moi la culture tech, c'est qu'il y a un avant et après. Quand on fait des services ambitieux, quand on fait des sites web, quand on fait des apps, quand on fait des choses, ou même dans le biotech ou dans la médecine, quand on fait des choses dans la techno, il y a un avant et un après. Parfois, l'après, bah, c'est un service qui se plante, etc. Mais au moins, on fait aboutir un rêve qu'on a, qui est de dire, on avait envie qu'un service comme ça existe, on avait envie qu'une app comme ça existe. Et ben, au lieu d'attendre que quelqu'un la crée, au lieu d'attendre que quelqu'un ait la même idée, et puis on se dit, bah tiens, on pourrait se mettre à plusieurs et puis arriver à le faire. Et puis voilà, et quand on y arrive, déjà on est content, et qu'en plus il y a des gens qui l'utilisent et que ça finit par marcher et qu'on crée un modèle, c'est ça qui est génial. Moi je pense à quelqu'un qui est Franck Nourriga, qui est le CTO et un des 3 ou 4 cofondateurs de Startup Weekend. Startup Weekend, quand j'en ai entendu parler, ça me paraissait une blague. Et je vais être très franc, et j'en ai parlé à Franck. C'est-à-dire que moi j'étais entrepreneur depuis longtemps, et puis je vois ces mecs qui disent tiens, on va faire des événements pour permettre aux gens de monter une startup en un week-end. Et j'étais un vieux chouf un peu, je disais mais non, une startup, on peut pas monter ça en un week-end, ça prend beaucoup plus de temps. Et en fait, c'est lui qui a raison. C'est-à-dire qu'on ne monte pas vraiment une startup en un week-end, mais le fait d'avoir créé ces événements où en 2, 3, 4 jours, les gens se mettent ensemble, apportent une énergie folle, euh, et ben ils arrivent à démarrer en tout cas l'aventure. Donc voilà, je pense qu'il aurait des choses à dire.